pour laisser la parole au président délégué de la Fondation, à Jean-François Copé, qui, vous le savez, il est maire de Meaux, il a été ministre dans plusieurs gouvernements, dont l'un des meilleurs, et il a une vision entrepreneuriale. Il est avocat, mais aussi très, très politique, et il va nous faire part de ses réflexions. Merci en tout cas, Jean-François, de cette amitié que nous faisons vivre régulièrement depuis de nombreuses années, mais aussi qui est aujourd'hui exprimée à l'intérieur même de la Fondation Prospective et Innovation. Merci beaucoup Jean-Pierre et bonjour à tous. C'est un grand plaisir évidemment pour moi de vous retrouver et d'être, d'une certaine manière, comme on dit en musique, de vous proposer un peu un point d'orgue à la fin de cette passionnante matinée de débat et avant d'évoquer les questions géopolitiques et en particulier l'exposé de Jean Charest. C'est vrai que quand au printemps, avec Jean-Pierre et avec Emmanuel Pérez, notre délégué général, on a réfléchi au programme de cette journée en tenant compte de ce que nous voulions aborder en priorité, qui étaient les élections américaines au mois de novembre, on avait raisonné sur des fondamentaux qui nous paraissaient assez définitifs, en fait, du genre le fait que la guerre en Ukraine, malheureusement, ne serait pas terminée, que le conflit au Proche-Orient ne serait pas réglé, que la France aurait un gouvernement installé, solide, professionnel, en situation de préparer tranquillement sa rentrée, et puis que Donald Trump serait très certainement élu du fait des difficultés cognitives de Joe Biden, qui ont très vite constitué un sujet majeur de cette élection américaine. Alors évidemment, la décision de retrait de Joe Biden à la mi-juillet a totalement rebattu les cartes et fait qu'aujourd'hui, il y a et il y aura un vrai débat pour cette élection présidentielle aux États-Unis entre les républicains et les démocrates. Et avant de rentrer plus avant dans les sujets, je voudrais aborder un point qu'on n'a pas vraiment abordé ce matin sur le contexte dans lequel se font ces élections aux États-Unis et qui est, à mes yeux, absolument essentiel et qui, en plus, nous parle à nous, Français et Européens, particulièrement. C'est le contexte dans lequel se déroule cette confrontation aux États-Unis, et ce, avant même de parler des aspects européens. Il faut comprendre que la société américaine a connu, depuis 2016 et l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis, un processus de très grande radicalisation. Et ce mot de radicalisation, maintenant, il nous parle beaucoup plus qu'à l'époque. Une fracture qui, en fait, quand on connaît les États-Unis, nous renvoie à des enjeux raciaux et identitaires qui datent de la guerre de sécession. Et c'est très frappant parce qu'on pensait que tout ça était révolu, mais la réhabilitation par le discours trumpiste d'une sorte d'identité sudiste avec une dimension xénophobe a eu en fait pour conséquence l'émergence d'une réplique wokiste de l'autre côté, qui a préempté tout débat et surtout qui a porté atteinte à quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, c'est la liberté de débat. Il y a aujourd'hui une interdiction d'aborder un certain nombre de ces sujets, notamment dans les milieux universitaires. Une réécriture de l'histoire par l'extrême gauche, une approche victimaire et extrêmement agressive sur la question des minorités, sur les sujets raciaux, et notamment le sujet des Noirs américains, VS, la montée en puissance d'une extrême droite identitaire aux États-Unis qui est tout aussi violente. Et cela, évidemment, rajoute à la confusion des attentes de, pour le coup, toutes les communautés et des classes moyennes sur les questions de pouvoir d'achat, de revenus, d'inflation, de prix. Et donc, ne pas voir que la confrontation entre Kamala Harris et Donald Trump est aussi, dans ce contexte extrêmement tendu et radicalisé, un élément de lecture majeur, je pense pour nous, Européens, ne pas le voir serait une erreur. C'est un élément extrêmement important et qui montre, d'ailleurs, comme Mme Cosse l'a dit tout à l'heure, que le résultat du 4 novembre, en fait, peut-être qu'il sera plus complexe à analyser au regard des tensions qui vont émerger. Et donc,
Tout ça pour vous dire qu'en d'autres termes, l'alternative entre Trump le méchant et Kamala la gentille était finalement extrêmement réducteur et ne permet pas d'expliquer les choses. Et je le dis parce qu'on est une époque où la politique, en réalité, n'est plus tout ce qu'elle était, que le niveau général des décideurs occidentaux a, semble-t-il, quand on voit les résultats et la contestation, énormément baissé, que d'ailleurs tout a été fait pour dissuader un certain nombre de gens de s'engager en politique pour toute une série de raisons. Et cela, évidemment, nous amène, nous, à ne nous poser finalement qu'une seule question. Quel est notre intérêt, à nous, Français, et à nous, Européens, et qui va mieux préserver nos intérêts dans cette élection américaine? Je suis désolé de le poser ainsi, on a toujours tendance à dire qu'il faut regarder de l'autre côté, avoir une approche ouverte, mais en réalité, quand on est en politique, quand on regarde de près les questions diplomatiques, économiques, comme ça a été évoqué ce matin, il faut voir, à travers cette élection, qu'est-ce qui, pour nous, doit être le guideline et quelle est la décision et l'orientation que l'on doit prendre en fonction de cette situation. Et pour mesurer cette fiabilité américaine, puisque c'est le thème que nous avons choisi avec Jean-Pierre, il y a, me semble-t-il, deux marqueurs. Le premier, évidemment, c'est la position des États-Unis sur les 4 grands sujets géopolitiques qui nous obsèdent, tant ils ont pris d'importance. Le premier d'entre eux, c'est l'Ukraine. Là-dessus, les choses semblent assez tranchées. Kamala Harris restera, elle l'a dit, dans la droite ligne de Biden, très engagée aux côtés de l'Ukraine, parce qu'ils ont plutôt cette considération que ça n'est pas l'intérêt des États-Unis que la Russie l'emporte. Trump, sur ce point, reste très ambigu. Il conditionne son intervention au financement de l'OTAN par les alliés, notamment par les Européens, à un moment où, objectivement, chacun fait ce qu'il peut. Et donc, je vois que là, il y a vraiment une différence. Pour le Proche-Orient, l'incertitude est des deux côtés, parce que les propos ont été incroyablement contradictoires, aussi bien chez Trump que chez Harris. Les Américains, pour autant, vont-ils aller jusqu'à rompre leur lien historique avec Israël? Pour ma part, je ne le crois pas. Le troisième volet, c'est le Asian Pivot, le pivot asiatique, théorisé par Obama. Et je crois qu'il ne faut se faire là-dessus aucune espèce de doute. L'un et l'autre iront vers cette stratégie. C'est la logique même de l'histoire. D'ailleurs, n'oublions pas que Kamala Harris est originaire de Californie. Alors, il y aura bien sûr quelques nuances, parfois un peu baroques, quand j'ai vu que Trump avait indiqué que les Américains n'interviendraient à Taïwan que si, dans le cas d'intervention militaire de la Chine, que si Taïwan remboursait l'aide militaire américaine. Je me suis dit que là, il y avait quand même un petit quelque chose qui relevait plus du banquier d'affaires. Et puis, bien sûr, le quatrième sujet, c'est l'Union européenne. Avec, là, pour nous, et ça a été dit ce matin brillamment par les uns et les autres, une lucidité obligatoire. Trump ne nous a jamais beaucoup aimés et n'a jamais cessé de nous dire « débrouillez-vous tout seul ou payez-nous le prix de nos aides et de nos interventions militaires ». Quant à Harris, ne nous mentons pas, en fait, elle ne nous connaît pas. Je suis certain qu'elle va apprendre vite, mais on sait dans l'historique de sa vice-présidence les difficultés que nous avons eues à l'attirer en France, en Europe en général, et même si certains dans son entourage sont des atlantistes avérés, il n'y a pas de raison de penser que tout d'un coup, il va y avoir une passion folle pour nos enjeux européens. Donc, c'est vrai que sur ces sujets, il y a besoin quand même d'une grande lucidité. Et évidemment, le deuxième marqueur, il est commercial. Ça a été évoqué à plusieurs reprises. Le mot-clé, c'est les droits de douane. Donc nous sommes loin de la grande époque des négociations de l'OMC, où on était sur le libre-échange mondial, parce que ça arrangeait tout le monde, sans contrainte. Que ce soit aux États-Unis, en Chine, en Europe, le tabou, il est levé de toutes parts. Chacun prend position en fonction de ses préoccupations propres. L'élection américaine est une élection de politique intérieure. Pardon de vous le dire, mais enfin, on est quelques élus dans la salle et on sait quand même que la première chose qu'on regarde, c'est ses électeurs pour savoir si on va être réélu. On a des grandes idées sur le monde, mais on regarde d'abord qui va voter. Et après tout, c'est pas aberrant. Quand on est un entrepreneur, on regarde ses clients et ses actionnaires. Après, on dit les entrepreneurs doivent s'occuper d'intérêt général. OK,
On va d'abord regarder les clients et les actionnaires. Et bien, quand on est un responsable politique, on regarde d'abord ses électeurs. Donc les Américains, au lieu de leur dire toute la journée, les gars, quand même, pensez à l'Europe, rappelez-vous de notre grande amitié, ils vous disent, il n'y a aucun problème, mais d'abord, on va s'occuper de nos électeurs. Et bien sûr, à partir de là, pouvoir d'achat, inflation, salaire, c'est l'enjeu électoral des classes moyennes qui est en cause. Et dans ce domaine, Trump comme Harris, ils ont chacun leur recette. Alors, Trump, il est à fond sur les droits de douane. On l'a bien vu, l'acier, l'aluminium, les hausses de taxes sur le GNL, tout va y passer. Côté démocrate, c'est plutôt des subventions, parce qu'on veut s'opposer à Trump. C'est des prix encadrés. Ça, je demande à voir les prix encadrés aux États-Unis. Mais enfin, en tout cas, on voit bien que dans les deux cas, ce sera des barrières à l'entrée extrêmement importantes pour l'Union européenne. Et donc, pour nous, une exigence évidente de se défendre, de s'organiser, de réagir. Il ne s'agit pas d'être agressif, il ne s'agit pas non plus d'être totalement naïf. Donc, dans cette affaire-là, nous, l'Union européenne, et nous, la France, qu'est-ce qu'on fait? Bon, d'abord, on ouvre les yeux. Et quand je dis on ouvre les yeux, c'est pour essayer de trouver d'autres angles quand même. Nous sommes une année de célébration du débarquement américain du 6 juin 1944. Et c'est vrai qu'on ne se lasse pas, nous, Européens, des images, des documentaires exceptionnels de cette opération qui a sauvé l'Europe du joug nazi. Et c'est vrai que pour nous, ça reste très impressionnant et très émouvant. Mais je suis quand même obligé de vous dire que la nouvelle génération politique américaine, qu'il m'arrive de côtoyer, parce que je connais bien les États-Unis, n'a rien connu de tout ça. Je ne suis absolument pas sûr que dans la Silicon Valley, on soit parfaitement capable de situer où se trouvait Omaha Beach. Et même à Washington, lorsqu'un jour un de mes amis démocrates m'a confié que plus de la moitié des congressmen américains n'avaient pas de passeport, j'ai compris qu'effectivement, tout cela nous éloignait beaucoup de ce qui constitue nos préoccupations. Donc oui, on ouvre les yeux. Deuxièmement, oui, bien sûr, on doit faire de l'autonomie stratégique et défensive de l'Union européenne notre priorité. Et sur ce point, on a fait des gros efforts. L'Ukraine, bien sûr, a été, de ce point de vue, pour nous, un déclencheur majeur. Mais dire qu'aujourd'hui, la réflexion n'existe pas, que l'action n'existe pas, ça n'est pas vrai. Beaucoup de choses ont été initiées avec les priorités nationales qui sont les nôtres et qui expliquent les difficultés. L'Europe est un miracle de tous les jours. Mais pour autant, je pense qu'il faut qu'on reste poli avec les Américains, tant qu'on n'est pas prêt, mais on sait désormais que la guerre peut revenir sur notre continent, on sait désormais que le nucléaire, des menaces hybrides avec les cyberattaques, tout cela nécessite des investissements absolument majeurs, des partenariats intelligents. Alors à défaut de faire une politique unique en Europe, ça je crois qu'on n'y arrivera jamais, au moins répartissons la tâche. Il y a des savoir-faire en Allemagne, en France, en Pologne, en Italie, dans tous les grands pays européens, sans oublier que de temps en temps, on arrive encore à parler avec les Britanniques sur les questions de défense. Il faut évidemment en faire une priorité absolue. L'autre sujet, c'est de conquérir ou de reconquérir notre indépendance dans le domaine commercial, financier, numérique, énergétique. Et là aussi, on est lent, on est lourd. Ce que disait Philippe Aghion tout à l'heure est très juste. On est tout petit budget et énorme approche normative, mais quand même, on ne peut pas dire que la copie soit blanche désormais. Il y a eu des prises de conscience réelles. Pour avoir travaillé sur l'intelligence artificielle avec Laurent Alexandre, on a été amené à poser quand même un certain nombre de problématiques ensemble. À nous de mettre tout ça en place au fur et à mesure du temps qui passe. Et la Commission européenne a une mission à accomplir, enfin nous, États aussi, dans ce domaine. Sur le commercial, il faut appliquer des clauses miroirs. On n'est pas là pour démarrer la bagarre. Mais s'il faut répliquer, effectivement, on fera œil pour œil sur un certain nombre de sujets, histoire de montrer qu'on est capable, comme pour la dissuasion nucléaire, de faire s'il le faut. Sur le plan financier, évidemment qu'il faut qu'on fasse un travail de baisse de nos dépenses publiques improductives. C'est notre maillon faible aujourd'hui, et c'est ce qui nous empêche d'investir massivement ailleurs. Et c'est un grand tabou que les dirigeants politiques ne veulent pas lever. Sur le plan énergétique, on a les armes dans nos mains. En réalité, on est capable de construire un mix énergétique européen entre ceux qui sont des puissances de production nucléaire, ceux qui sont capables de faire du renouvelable. On a un formidable travail à mettre en place. Et là, pour le coup, c'est vraiment un des grands enjeux des 5 ans qui viennent. Idem sur tout ce qui touche à la recherche.
On a parlé du crédit d'impôt recherche, c'est un sujet qui, Jean-Pierre et moi, nous touche beaucoup, puisque c'est sous l'impulsion du Premier ministre, qui était Jean-Pierre, que nous avons réalisé un paradis fiscal de la recherche en France. Et bien sûr qu'il faut le préserver. On n'a pas tant de paradis fiscaux en France. Et puis, de la même manière sur le numérique, à travers le cloud européen, mais aussi à travers l'arrestation du patron de Telegram, on est en train de montrer quand même que sur un certain nombre de sujets, nous aussi, on a envie de se protéger. Reste évidemment le sujet de la culture et du soft power, mais enfin quand même, dans ce domaine-là, avec ce que nous avons vécu cet été avec les Jeux Olympiques, on est capable, là aussi, d'impressionner le monde. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que, bien sûr, on ne va pas tout régler. Je ne crois pas une seconde que la reconquête de notre souveraineté européenne est acquise. Il y a tout à faire. Même si les mentalités ont beaucoup changé, il y a tout à faire. Et aujourd'hui, on est conscient qu'on ne peut pas être simplement price taker et qu'on doit aussi être price maker. Et c'est tout l'enjeu des années qui viennent. Et c'est vital si on veut enrayer le processus infernal dont on a beaucoup parlé hier soir, du G2, États-Unis, Chine, qui nous mettrait, nous, dans une fragilité absolue. Donc oui, cette élection américaine, c'est un message d'alerte face à cette question de confiance qui est posée. Alors évidemment, il y a une condition, et cette condition, elle n'est pas remplie aujourd'hui. C'est que l'Union européenne doit arrêter de douter d'elle-même. Notre principal problème, en fait, quand on se pose 2 minutes, c'est pas un problème de talent, pas un problème de compétence, c'est pas un problème de qualité, c'est même pas un problème d'argent, en fait. C'est un problème d'état d'esprit. Nous sommes incapables d'échapper à l'European bashing ou au French bashing. On voit ça nulle part ailleurs. Aux États-Unis, ça n'existe pas. On passe sa vie à chanter l'hymne national, pas seulement pendant les compétitions sportives. Même chose dans les autres grandes puissances mondiales. Nous sommes, nous, les Européens, en permanence dans la logique de culpabilité et de doute sur nous-mêmes. Ça me rappelle ce livre très, très intéressant, cet essai réalisé par Dominique Moisy, qui est un grand spécialiste de géopolitique, et qui a écrit « La géopolitique de l'émotion », et qui a une théorie assez intéressante. Il dit, en fait, la géopolitique, ça se regarde à travers 3 sentiments. L'humiliation, la peur et l'espérance. Grosso modo, l'espérance, c'est l'Asie, et ça reste encore les États-Unis, l'espérance d'un monde meilleur après. L'humiliation, c'est plutôt les pays du Sud, qui vivent encore avec le ressentiment de ce qu'ils ont considéré comme un asservissement multiséculaire de l'Occident. Et la peur, la peur, c'est les Européens. Cette peur de perdre toujours, d'avoir quelque chose toujours à perdre. Vous savez, comme Picsou, ce personnage de Disney, qui est sur son tas d'or et qui ne bouge plus parce qu'il a peur de perdre une pièce. Eh bien, ce sentiment de peur qui nous envahit à chaque instant quand on veut bouger et prendre une initiative est sans doute notre maillon faible. Et c'est en fait là-dessus, je pense, qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, mettre les pieds dans le plat. Parce que le génie européen et français, il existe. Et ceux qui en doutent n'ont qu'à regarder une nouvelle fois cette séquence magnifique que nous venons de vivre avec les Jeux Olympiques, qui est une réussite française, mais qui est une réussite européenne, en fait. Parce que derrière tout cela, on a vu véritablement comment impressionner le monde à tous égards. Exploit sportif peut-être, mais surtout organisation, générosité, passion, talent, créativité. Et ces sujets-là, ils ont amené les Américains à se dire « Waouh, il ne va pas falloir qu'on loupe Los Angeles ». Ce n'était pas arrivé depuis si longtemps que ça. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense vraiment que c'est ça la grandeur du politique. Surtout dans un continent comme le nôtre, qui est un continent, le continent européen, très politique, au sens noble du terme. En France, comme en Europe, on a toujours été meilleur en politique et en histoire qu'en géographie et en économie. Eh bien, profitons-en pour essayer de voir comment le politique peut se mettre au service d'une nouvelle vision géographique et économique. Et peut-être même d'ailleurs qu'au sein de l'Europe, un jour, la France pourrait même, au regard de ce qu'elle a su faire pendant ce mois d'août, en devenir le moteur. Bon, enfin évidemment, le jour où elle aura un gouvernement. Merci.